Bonjour tout le monde et bienvenue à la série Plein Feu d'aujourd'hui. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous des participants d'un océan à l'autre. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à en saisir dans la boîte de dialogue vos présentations, donc vous présenter pour que nous sachions qui vous êtes. Je m'appelle Jennifer Zermes, je suis avec la Fondation canadienne de l'amélioration des services de santé en Acada. Nous sommes heureux de présider ce webinaire sur ce que nous avons appris relativement à l'éclosion à l'usine de traitement de la viande de High River. Nous avons beaucoup de partenaires avec nous qui ont été impliqués dans cette réponse. Et permettez-moi de commencer ce webinaire d'aujourd'hui en reconnaissant que parce que nous sommes là, d'un océan à l'autre, nous nous trouvons ensemble aujourd'hui sur un territoire qui a été habité par des peuples autochtones depuis l'ère du temps. D'Ottawa, je suis sur le territoire des Algonquins, donc un territoire non cédé. Je suis tellement chanceuse de pouvoir vivre sur ce territoire et d'y travailler également. Aujourd'hui, la tradition consiste à étudier les leçons apprises, ce que nous pouvons partager d'un océan à l'autre et également de contribuer à les voies différentes. Je suis heureuse d'avoir parmi nous aujourd'hui donc différents panélistes qui partageront leur point de vue avec nous. Mais avant de les présenter, je veux m'assurer, et d'ailleurs je vous ai rappelé que là-dessus, permettez-moi de présenter nos 4 panélistes. Nous avons ces appels à équipe philippine d'intervention d'urgence, Brent Friesen, médecin hygiéniste et président du groupe de travail sur la flambée épidémique de l'usine de transformation de la viande Cargill, Deirdre Lake, directrice générale Alberta International Medical Graduates Association, et Annalie Coakley, directrice médicale Mosaic Refugee Health Clinic. Et chacun de nos panélistes va communiquer son point de vue sur la réponse, à savoir les leçons apprises jusqu'ici. Alors que nous le faisons, je crois qu'il est important pour tout le monde de réfléchir dans le contexte non seulement des usines de transformation de la viande, bien qu'il y ait eu des éclosions dans de telles usines et partout au Canada et dans le monde, mais avant ce webinaire, plusieurs personnes ont communiqué avec nous et ont demandé, écoutez, ça reste pertinent même pour les autres études et d'autres contextes où il y aura des lieux de travail complexes ou d'autres caractéristiques. Donc, je crois que c'est important pour tous ceux qui seront touchés de partager ces leçons, d'en apprendre des uns des autres. Là-dessus, je vous passe donc la parole à vous. César, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous parler de notre expérience à l'usine de Cargill. Tout d'abord, j'aimerais dire ceci. C'est dans le contexte de cette pandémie. Non seulement est-ce l'éclosion la plus importante que nous avons vue au Canada et en Amérique du Nord, mais également il faut tenir compte du contexte précis des travailleurs, également de la grande communauté tout autour de l'usine de transformation de la viande. Mais commençons avec les chiffres. Cargill a environ 2300 employés, dont bon nombre vivent dans des ménages très importants, ils ont des colocataires. Donc, lorsqu'on parle de l'empreinte vis-à-vis de Cargill, c'est plus de 16 000 à 2 000 personnes qui sont touchées. C'est un chiffre très important et ils sont dans 3 municipalités, bien que Cargill est situé à High River. Bon nombre de travailleurs, une grande partie des travailleurs vivent à Calgary. C'est environ à 30 minutes en voiture et vivent également dans d'autres municipalités, Okotoks entre autres. C'est une main-d'œuvre fort régionalisée, à savoir que les gens viennent de partout et parlent toutes sortes de langues, viennent d'horizons différents. Nous avons environ 80 langues différentes parlées à l'usine. Et également, c'est un environnement de travail où les gens doivent travailler en étroite, donc étroitement les uns des autres, surtout à l'abattage et également au conditionnement, à la préparation. Donc, il y a des conditions socio-économiques très précises des travailleurs qui font en sorte que ces personnes soient plus susceptibles à des infections. Regardons, s'il vous plaît, la cétate suivante. Qui sont les travailleurs? Bon nombre des travailleurs et travailleuses sont des nouveaux arrivés au Canada, qu'il s'agisse des travailleurs étrangers temporaires ou des résidents.
des réfugiés ou des personnes qui donc viennent d'obtenir la résidence permanente au Canada. C'est important de les comprendre parce que bon nombre de ces personnes sont vraiment reliées à leur employeur. Les travailleurs étrangers temporaires ont un visa d'employeur unique. Cela veut dire que leur séjour au Canada dépend de leur emploi, dans ce cas-ci, chez Cargill. Bon nombre de réfugiés ont également beaucoup de difficultés à chercher un emploi, à trouver un emploi ailleurs. Donc, ils sont économiquement vraiment très reliés à l'usine. Bon nombre de ces personnes sont seules également et sont des travailleurs étrangers temporaires et dont les familles sont chez eux. Donc, il y a un fardeau financier important qui repose sur les épaules de ces travailleurs. Donc, il y a le besoin de partager les ressources entre les travailleurs. À d'autres moments, Cargill a été très important pour eux, leur a donc permis de partager des ménages, également de partager les moyens de transport. Et nous avons eu d'autres ménages où il y avait parfois de 5 à 8 et parfois plus de 10 personnes qui vivent sous un même toit. C'est également un emploi risqué. Vu la nature du travail, veut dire qu'il y a beaucoup de risques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes travaillent dans un système qui est fort difficile. Donc, ils sont payés par quart de travail. Souvent, on demande que lorsqu'on est payé, parce que, disons, nous n'avons pas travaillé dans un quart de jour, ce qui n'a pas beaucoup aidé au cours de la pandémie, c'est qu'il y avait un système de boni pour des personnes si elles pouvaient travailler à plusieurs quarts, elles obtenaient un bonus de $500 par quart. Prochaine acétate. Donc, lorsque Cargill a fermé ses portes, les travailleurs eux-mêmes estimaient qu'on leur jetait le blâme pour la flambée. Et c'est que beaucoup de responsables publics ont dit de façon non délibérée parfois, c'est que c'était leur faute, qu'il y avait donc contagion. Cependant, nous savons également que bon nombre de ces personnes ont vraiment pu déclencher l'alarme. Nous aimons également saisir cette opportunité pour vraiment mettre un visage à ce drame. Il y a une travailleuse ici qui a travaillé pendant plus de 20 ans à Cargill. C'est la travailleuse récente qui est décédée. Elle vient de Mexico. Elle a travaillé pendant environ 10 ans et plus. Il y a un autre travailleur de Mexique, qui a décédé. Environ 6 personnes sont décédées jusqu'ici. Il y a d'autres également décès qui proviennent des maisons qui étaient partagées par les travailleurs. Maintenant, j'aimerais qu'on passe la parole à mon collègue, s'il vous plaît. Brent, nous avons bien l'impression que vous êtes en sourdine. Merci beaucoup. Alors, que faire lorsqu'il y a une éclosion de plus de cas, dans un endroit où il y a plus de 940 employés? Comment, tout d'abord, pour assurer que sans doute cela va se produire dans vos instances si cela ne s'est pas encore conduit, parce qu'il y a des facteurs structurels et systémiques qui favorisent la contagion de la COVID-19. Mais nous sommes, comme toute autre instance au Canada, il y a les premiers cas de la COVID-19 chez les travailleurs et chez des personnes qui avaient un contact étroit, également des voyageurs. Nous avons des premières règles qui mettaient l'accent sur la fermeture des écoles, des bars, donc mettre un terme aux grands groupes. Nous mettons l'accent sur l'importance des règles de distanciation physique, lavage des mains, etc. Et cela commence à être l'orientation de santé publique la plus importante que nous suivons. Cependant, ce que nous n'avons pas reconnu, c'est que parmi notre population que nous desservons, qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas, qui ne recevaient pas nos messages grâce à des langues ou des questions culturelles. Aussi, les personnes comprenaient nos messages
elles étaient incapables, et c'est pour ça qu'on voit le titre ici, c'est-à-dire les travailleurs essentiels disposés mais incapables, donc incapables de comprendre. Pourquoi n'étaient-ils pas capables de suivre les directives? Eh bien, elles ne disposaient pas des ressources pour se conformer ou elles devaient travailler dans des lieux de travail comme travailleurs essentiels. Cela faisait partie de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Donc, César a déjà abordé certains des autres points individuels, également les raisons qui expliquent pourquoi donc, ces personnes ont dû se rendre au travail vu leurs conditions de travail au Canada. Mais elles devaient travailler dans un lieu de travail où la distanciation physique n'était pas possible, où les options de rechange à cette distanciation physique n'étaient pas disponibles ou accessibles. Donc, on a eu vent du premier cas à Cargill le 3 avril. Et maintenant, les responsables de la santé publique sont entrés pour faire une inspection avec la CIA le 7 avril. À ce moment-là, plusieurs recommandations ont été soumises dans le but d'installer des barrières physiques entre les personnes. Donc, au conditionnement, vous avez vu les personnes à l'acétate, on les voit travailler les uns à côté des autres. Un des changements consistait à mettre en place des barrières physiques pour les séparer. Là où ce n'était pas possible d'avoir ces barrières physiques, on recommande l'utilisation des visières et des masques. C'était des mesures qui étaient exigées dans nos installations de santé, également dans le but de protéger les travailleurs de la santé lorsqu'il n'était pas possible de séparer les personnes physiquement par rapport aux patients. Et donc, les personnes en charge, on avait émis des recommandations sur un lavage de mains accru et également l'utilisation des gels hydroalcooliques. Mais certaines des pratiques qui contribuaient à la diffusion de la maladie dans l'installation, c'est qu'à titre d'usine de transformation de la viande, les travailleurs devaient se laver les mains et utiliser également donc un lavage, un gel de chlore avant d'aller dans la zone d'abattage et de conditionnement. Et il y avait 8 à 10 personnes à un seul évier qui se lavaient les mains en même temps. Et à la fin d'une pause, on se lavait les mains avant de retourner donc au conditionnement. Et les personnes pouvaient se trouver de n'importe où de l'usine, que ce soit l'abattage ou de la salle de conditionnement. Mais finalement, le virus a été introduit à l'usine à la mi-avril. Comme je l'indiquais, nous avions effectué une inspection le 7 avril, mais la pique était du 7 avril jusqu'au 10 avril. Et ensuite, il y avait les personnes vivant dans les maisons ensemble. Là, c'était un peu plus tard, le 17 avril. Mais pour coordonner une bonne réponse, les membres d'un seul ménage dans leur communauté et les services de santé avaient mis sur pied un groupe de travail. Mais comme système de santé intégré, nous avions une relation de longue date avec des prestataires de soins primaires et avec des agences de santé, donc nous avons pu rapidement établir ce groupe de travail. Au départ, la priorité initiale consistait à identifier, dépister les cas et délester les cas, faire des traçages de contacts et également donc recommander aux personnes à ce ménage d'être en isolation. Cela faisait partie de notre stratégie. Pour ce qui est des membres de notre personnel, comme je l'ai indiqué, c'était des personnes qui mettaient en place des mesures pour réduire au maximum la transmission dans des endroits et également devaient répondre donc à la transmission de la maladie dans la communauté. Certains membres des ménages travaillaient dans un endroit de restauration rapide et on a constaté certains cas dans ces endroits également. Et ils collaboraient également avec l'Agence d'inspection des aliments du Canada et avec la santé et la sécurité au travail dans d'autres usines de transformation de la viande. Donc, en temps réel, ce que nous avions appris à Cargill et ailleurs, nous avons rapidement essayé d'appliquer ça à d'autres usines de transformation de la viande. Avec l'aide de notre Health Link, c'est-à-dire le lien que vous voyez ici à l'acétate, nous avons rapidement pu organiser un test des cas et les contacts. Donc, et nous avons pu appeler, nous avons pu les organiser rapidement. Et nous avons pu organiser le test rapidement en 24 heures. Et nous avons pu rejoindre les contacts. C'était un site de test au volant.
et nous l'avons rendu accessible rapidement. Encore une fois, bon nombre de travailleurs ont eu du problème pour ce qui est d'avoir accès au bon véhicule pour obtenir un test. Et encore une fois, nous avons pu suivre les recommandations qui avaient été émises sur l'isolation, le confinement. Nous leur avions recommandé de rester chez eux parce qu'ils étaient potentiellement infectés. À ce moment-là, il était difficile d'avoir accès au dépistage. Également, les épidémiologues ont joué un rôle clé qui nous ont permis de comprendre ce qui se produisait au niveau de la transmission et le lien avec d'autres sites. J'avais mentionné l'installation, il y avait des liens entre l'usine et autres éclosions à High River, à Box et à Calgary. Également, ces personnes ont joué un rôle clé dans le but de compiler les données. La communication également a joué un rôle très important, et c'est la citation suivante, pour permettre de communiquer avec les employés et avec les élus dans les mairies et les municipalités et d'autres responsables clés dans la communauté. Et nous avons eu des réunions communautaires avec les employés, n'étaient pas très réussies, ne répondaient pas à nos espoirs, bien que nous avions fait appel à l'Association internationale des diplômés médicaux pour nous aider avec la traduction. Mais avant la COVID, nous avions donc 7 traceurs de contact dans nos services de santé pour faire le suivi sur le dépistage. Et pour augmenter notre capacité de dépistage des contacts, nous avons compté sur des bénévoles et ceci a été élargi. Cela faisait suite à des directives de la santé publique, des étudiants en médecine se sont portés volontaires, on les a recrutés, on les a formés. Et le docteur Hu, justement, vous le voyez ici, Ja Hu est ici avec nous, de concert avec d'autres collègues, et également avec des résidents qui lui ont donné un coup de main. Cela prend environ 90 minutes jusqu'à 2 heures, y compris la documentation, pour compléter un dépistage de contact. Et avec ces 2300 employés et leur ménage, nous avons été en mesure d'effectuer l'équivalent de 48 heures, donc énormément de travail en 2 jours, avec l'aide de bon nombre d'étudiants en médecine, et nous avons pu organiser l'accès au dépistage et de faciliter le confinement également. Nous avons également pu identifier les ménages où il y avait insécurité alimentaire. Finalement, ceci nous amène à notre prochain panéliste, c'est Deirdre, qui va nous expliquer de ce qu'ils ont vu lorsqu'ils ont donné du soutien aux ménages. Deirdre, je vous passe la parole. Merci beaucoup. On regarde la étape suivante, s'il vous plaît. Notre équipe offre on travaille avec Amiga, CCS, FCIS et Action Dignity. Nous avons pu rejoindre donc plus de 1800 employés en 48 heures, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Donc, nous avons eu plus de 50 intervenants qui ont été mandatés en fonction des langues parlées et on a commencé à appeler les travailleurs. À cette étape suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est des 3 inquiétudes principales lorsque nous avons communiqué avec les membres des différents ménages, c'est tout d'abord les employeurs avaient peur. Ils avaient appris qu'un de leurs collègues récemment était décédé à la fermeture de l'usine. Ils se préoccupaient de leur santé, de la santé des membres de leur famille, dans leur ménage. Ça, c'est une très grande préoccupation exprimée. Et il arrivait assez souvent d'avoir beaucoup de personnes vivant dans un seul ménage. Il y avait par exemple une famille, il y avait 16 personnes qui vivaient dans une seule maison, dont 11 avaient été contactés et avaient eu un test positif de la COVID-19, étaient en confinement dans le sous-sol alors que les autres 5 personnes étaient à l'étage principal. La plupart de ces familles avaient décidé de s'isoler à la maison plutôt que d'aller dans un hôtel d'isolement. Donc il y avait beaucoup d'éducation qui était nécessaire et au niveau de la langue pour leur expliquer ce que signifiait l'isolation, la différence entre l'auto-isolation, le confinement pour les personnes qui avaient testé positif ou négatif dans un seul ménage.
et à quel moment il fallait appeler le 1-800 ou à quel moment il fallait donc obtenir des soins médicaux. Il y avait une femme qui disait qu'elle était trop faible pour être debout, avait été immédiatement mise en contact avec le médecin hygiéniste de santé, au groupe de travail, les autres personnes qui étaient préoccupantes, qui avaient des comorbidités par exemple, avaient été aiguillées vers les médecins des soins primaires où un suivi a été effectué. Ensuite, la deuxième préoccupation la plus importante était des soucis financiers. Il n'y avait pas beaucoup de communication de la part de l'employeur. C'était important. Beaucoup de paiements étaient retardés pour les personnes qui avaient eu un test positif. On leur recommandait de remplir un formulaire, évidemment. Donc, ils avaient besoin d'aide. Donc, leur sécurité financière ainsi que la sécurité en santé étaient à risque. Et ensuite, comme on a déjà mentionné, la sécurité alimentaire était également problématique parce que les gens devaient être en confinement de façon sécuritaire. Cela signifiait que c'est un problème important pour notre groupe de travail parce qu'il fallait agir vite. Et le week-end, certains des bacs alimentaires étaient fermés, comme nous l'avons mentionné. Les ménages se trouvaient un peu partout au Canada. Red River et Otokotok, il y avait donc également question de responsabilité, de coordination de ces différents soutiens. C'était assez difficile. Pour les personnes auxquelles nous avons pu offrir des boîtes d'aliments, donc adaptées à leur culture, c'était fortement apprécié de la part des familles. Également, les gens pouvaient appeler les ménages dans leur première langue était très efficace car certaines des personnes hésitaient à accepter des aliments même s'ils en avaient besoin. Il y avait une personne qui avait peur, par exemple, que lorsqu'on acceptait des aliments, ceci aurait des répercussions négatives sur la capacité pour lui de parrainer sa femme pour venir au Canada parce qu'évidemment, l'autonomie financière est un facteur clé dans l'approbation en parrainage familial. Donc, on passe à la dernière acétate. Donc, le groupe de travail communautaire a offert des soutiens donc dans leur langue première et a offert également d'autres soutiens. Comme nous l'avons dit, nous avons également pu soutenir donc l'interprétation et nous sommes fiers du fait que nous avons pu élaborer plus de 75 vidéos d'enseignement sur la COVID que nous avons affiché notre site web, que nous mettrons également dans la boîte de dialogue. Nous les avons diffusées dans l'usine de transformation Diamant. Il y a une diffusion large, donc nous avons pu offrir des soutiens dans la langue première des employés. Et finalement, nous avons également pu offrir des informations sur les soutiens financiers disponibles et également du funérail pour la personne qui était décédée. Dans l'ensemble, je peux dire que c'est une période de temps très intense pour toutes les personnes impliquées, mais nous avons pu répondre aux besoins des nouveaux arrivants. C'est ce que nous faisons. Et le faire ensemble de façon collective, c'était vraiment la bonne décision. Nous continuons à offrir des soutiens, des services dans la mesure du possible, mais les coordonner dans notre secteur. Je tiens donc maintenant à passer la parole à Lina. Merci beaucoup. Je suis Annalie Coakley et j'aimerais vraiment parler du rôle joué par les agences des soins de première ligne. Et pour vous parler du parcours d'une de mes patientes, c'est Asha. Je suis son médecin de famille depuis 2 ans lorsqu'elle est venue au Canada, les réfugiés de la Somalie. Et en Somalie, elle a perdu son mari, il a été tué. Et elle est restée veuve, elle est mère célibataire de 4 enfants. Donc, elle a laissé ses 4 enfants au Kenya avec des parents et finalement, elle s'est rendue à Calgary. Regardons la citation suivante, s'il vous plaît. À Calgary, peu de temps après son arrivée, elle a trouvé un emploi pour Cargill, donc au conditionnement de la viande à l'usine. Elle adore son emploi. Elle aime beaucoup ce travail parce que ça lui donne un revenu non seulement pour vivre, mais également pour faire vivre sa famille au Kenya. Elle était ravie du bonus qui avait été offert par Cargill au cours de la pandémie pour les employés qui travaillent 8 quarts consécutifs, comme elle indiquait. C'est de l'argent qui représente une somme appréciable au Kenya. Diapo suivante. Lorsqu'elle a flambé, s'est déclarée à l'usine Cargill et lorsque c'était répandu.
On a eu connaissance de ça dans la communauté. Le propriétaire de son logement l'a expulsée de la chambre qu'elle louait chez lui. Évidemment, elle était affolée parce qu'elle n'était pas comment elle allait surmonter ceci, mais également, elle a beaucoup de ressources. Elle est très débrouillarde. Elle a trouvé une autre chambre à louer dans une maison hébergeant 5 autres personnes. Mais quelques jours avant son déménagement, sa colocataire lui a dit qu'elle devait donc se faire tester donc par prélèvement de sur écouvillon de la COVID. Elle est allée se faire dépister par prélèvement sur écouvillon et justement le jour avant son déménagement, la santé publique lui a communiqué les résultats de son dépistage qui étaient positifs. À cette étape suivante, Asha était vraiment bouleversée, elle avait peur vis-à-vis de son diagnostic, elle ne savait pas trop ce qu'elle allait faire. Les services de santé publique lui ont dit qu'elle devait s'isoler pendant des jours, elle ne savait pas comment le faire puisqu'elle devait quitter sa résidence le lendemain, elle devait déménager, elle ne voulait pas non plus déménager dans un nouveau logement avec des inconnus, sachant qu'elle a un test positif de la COVID-19, elle a commencé à paniquer. Et c'est là où je suis intervenue parce que les services de santé publique avaient communiqué avec moi et ensuite, moi, j'ai pris contact avec Asha au téléphone. Après avoir complété son évaluation de santé et déterminé qu'elle était cliniquement stable, nous avons composé avec ses questions sociales. Donc, tout d'abord, la première question portait sur l'isolement. En Alberta, le gouvernement de l'Alberta offre aux personnes en besoin qui doivent se confiner la possibilité d'être confinées dans un hôtel avec des repas inclus pendant la durée du confinement. Donc, de façon très généreuse, Asha a accepté cette offre. Ensuite, il y avait les questions respectivement à sa situation de logement. Elle devait déménager le lendemain, cependant, elle devait tout d'abord s'isoler à l'hôtel. Que pouvait-elle faire? À cette fin, j'ai communiqué avec le CIS, c'est-à-dire un de nos agences de services aux immigrants, et un conseiller finalement a payé le propriétaire. Ils lui ont payé 10 jours de logement supplémentaire pour qu'Asha puisse y laisser ses avoirs et ils ont organisé son déménagement au cours de sa période de confinement. En plus, le CCS a également organisé des aliments adaptés à sa culture pour elle puisqu'elle était confinée pendant le mois saint du Ramadan. Il est important ensuite de manger des aliments, après le Ramadan, de manger des aliments adaptés à sa culture. Donc, Asha maintenant est en confinement dans 10 jours. Le propriétaire suspecté qu'elle avait soupçonné qu'Asha était atteinte de la COVID-19 et lui a laissé des messages menaçants sur la boîte vocale déclarant qu'il la tiendrait responsable si sa mère, lui, tombait malade avec la COVID. Évidemment, c'était extrêmement bouleversant pour Asha et heureusement, son intervenante au CCS a pu communiquer avec le propriétaire pour lui fournir d'informations sur la COVID et tempérer ses menaces. Mais donc, au cours de ces 10 jours d'isolement à l'hôtel, Asha avait eu des évaluations de santé tous les jours avec moi. Tous les jours, nous faisions une évaluation de santé et on lui offrait beaucoup de soutien psychologique parce qu'elle était en état d'anxiété importante. Au cours de cette période difficile, j'ai pu également lui faire donc envoyer des médicaments sur son hôtel et comment le CCIS lui parler tous les jours pour lui fournir un soutien psychologique. Et finalement, les symptômes d'Asha ont disparu complètement et elle a pu retourner chez elle et déménager à ce nouveau logement avec l'aide du CCS. Aucun de ses colocataires n'avait été infecté. Donc, je crois que ce parcours d'Asha illustre extrêmement bien le fait que les soins primaires et les agences de soins primaires peuvent travailler ensemble, non seulement pour aborder les besoins d'un patient, mais également pour ralentir la pandémie. Et maintenant, je passe la parole à Brent. Merci beaucoup. Donc, que nous réserve l'avenir à partir de maintenant? Tout d'abord, il faut savoir qui sont nos amis et se lier, de se faire de nouveaux amis au cours de cette pandémie. Je crois que également, on doit pouvoir compter sur la communauté. Et en Alberta,
Et dans la zone de Calgary, nous avons de la chance. Il y a Omega, nous avions également les étudiants en médecine, nous avons pu compter sur les fondations qui se sont réunies pour soutenir et nous appuyer dans cette réponse. Mais je crois qu'il y a une distraction au sein de l'organisation au départ parce que tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur la préparation de nos soins de santé dans le but d'organiser une réponse à vraiment une pandémie accrue qui nous a distrait des risques réels qui existaient dans la communauté. Et à l'avenir, il sera important de nous rappeler quels sont les déterminants de santé fondamentaux. C'est un élément clé qui doit faire partie de notre plan d'urgence à la COVID-19. César, à vous pour les mots de conclusion. Je crois que ce sont des histoires très importantes. Nous voyons qu'il y a un traitement différent entre différentes classes de travailleurs possibles. On a toujours dit aux travailleurs de Cargill qu'ils sont des travailleurs essentiels, mais leur traitement au départ ne répondait pas à ce concept. Donc, même lorsqu'ils étaient en confinement chez eux, et on a vu l'histoire d'Anna Michel par exemple, bon nombre de ces attitudes discriminatoires se sont révélées. Mais à partir de maintenant, il est également important de vraiment faire entendre la voix des employés. Donc, le but de comprendre la situation. Bon nombre des employés donc, ont déclenché l'alarme très tôt au mois de mars lorsqu'ils sont allés voir l'entreprise dans le but de signaler qu'il y avait la diffusion de la maladie, mais il y avait sourde oreille. Il est important que nous voyions les travailleurs pas seulement comme un sujet de nos interventions, mais que nous le concevons comme étant des partenaires. Également, il faut également tenir compte des interventions des employés parce qu'ils vivent la réalité tous les jours, et pas seulement au travail, et également dans un contexte plus large, dans leur logement, leur ménage et dans leur lien avec la communauté. Donc, il est très important que nous en apprenions de ces leçons, à savoir que les travailleurs peuvent être des partenaires à l'avenir. Et enfin, Brent, justement, l'a dit, que ceci illustre certaines des structures qui existaient avant la pandémie. Mais on voit de plus en plus de vulnérabilité. Qui sont les personnes qui deviennent plus vulnérables, et ces personnes auront besoin de solutions à long terme. Il y a également toute la question des travailleurs étrangers temporaires et également la structure des visas. Et là, on aura besoin d'initiatives plus importantes qui vont au-delà de cette pandémie. Mais il est important de comprendre les facettes différentes de la personne, des vies de ces personnes au travail et dans leur communauté pour que nous puissions soutenir et renforcer la résilience des travailleurs. Merci beaucoup. Et maintenant, nous vous donnons la parole pour nous poser des questions. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous tous d'avoir partagé votre situation, quelles étaient certaines des réponses qui avaient été fournies également. Donc maintenant, n'hésitez pas à saisir vos questions dans la boîte de dialogue comme certaines personnes ont déjà fait. Commençons peut-être. Il y a une question suivante. Comment soutenir la voix des travailleurs, la voix des collectivités dans les étapes précoces d'une pandémie? Comment aborder les problématiques que vous venez de soulever, César? Est-ce que vous aimeriez peut-être répondre à ça, César? On devrait avoir des mécanismes existants qui permettent d'aborder ces préoccupations des travailleurs de façon plus structurée. Vous savez que plus de 200 travailleurs ont signé une pétition, mais ça a été écarté très tôt. Mais leurs préoccupations étaient justes. On devrait avoir des mécanismes en place et des structures qui permettent de mieux regarder la sécurité au travail et de voir les mesures qui devraient être en place pour continuer de travailler de façon sécuritaire. Brent,
aimeriez-vous répondre, s'il vous plaît? Non, allez-y, Brent. Il existe des structures officielles que le comité de santé et sécurité conjoint, qui existe déjà, qui est exigé en vertu de nos lois en matière de santé et sécurité au travail. Ce qui était malheureux, enfin, c'était tragique relativement à Cargill, c'est qu'en fonction des informations qui nous avaient été communiquées de la part du syndicat, c'est que ce comité n'était pas en opération tel que prévu et on n'a pas donc pu entendre les préoccupations soulevées par les employés relativement au virus. Donc, c'est en travaillant avec les syndicats, avec d'autres groupes et des employeurs, c'est un moyen de pouvoir aborder ces questions et d'y trouver des solutions. Il y a également eu des questions et je répondrai tout d'abord à une question de processus, à savoir si l'enregistrement du webinaire sera disponible. Oui, la réponse est oui. Vous aurez accès au webinaire. Il y a des gens qui essaient de noter des informations. Ne vous inquiétez pas, l'enregistrement sera disponible. Mais c'est une question plus large également. Beaucoup de personnes à la boîte de dialogue ont parlé de l'importance de la collectivité dans son ensemble. Et vraiment, la réponse de la collectivité, qu'il faut mobiliser les agences de communauté, les agences de soins primaires, et pour donc développer cette réponse, ça prend l'effort de tous. Et peut-être, Annalie, vous aimeriez intervenir. Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour ce qui est de la mobilisation de la réponse communautaire et quelles seraient vos recommandations pour l'avenir? Quels seraient les conseils qu'on pourrait en retirer? À mon sens, la réponse communautaire a fonctionné très bien. Vous savez, j'étais fort impressionnée par nos partenaires communautaires, PERT, le CCIS, FCIS également, parce que ces groupes se sont mobilisés rapidement et ils ont pu vraiment aborder tous les facteurs de contexte qui souvent nous posent problème et qui sont vraiment clés en arrêtant la pandémie, là où il faut assurer la santé des travailleurs. À mon sens, c'est vraiment la partie de la réponse dont je suis la plus fière. Deirdre, et vous, parce que vous êtes intervenu très rapidement, vous avez fait beaucoup de choses. Oui, en effet, nous sommes intervenus très rapidement. Et je crois que sans dire long sur le secteur, nous nous sommes organisés rapidement. Et nous avons pu organiser toutes les langues rapidement nécessaires. Nous l'avons fait en très peu de temps. Mais dans un sens, nous n'étions pas vraiment préparés à fournir les appuis alimentaires dont avaient besoin les gens qui étaient en confinement. Et vous savez, il fallait également sensibiliser les employés et pouvoir le faire dans leur langue maternelle était très important. On avait besoin de beaucoup de soutien sur le confinement et expliquer comment cela devait se faire de façon sécuritaire. Il y avait beaucoup de peur également. Donc, on a vraiment pu compter de façon extraordinaire sur les diplômés médicaux internationaux. Et c'est vraiment une leçon apprise pour nous. C'est-à-dire, nous sommes un pays très diversifié. J'espère qu'à l'avenir, plus d'employeurs commencent à identifier les langues des employés. Donc, pour que lors d'un événement, nous sommes en mesure de répondre de façon encore plus rapide dans la langue qui est nécessaire et pour offrir des réponses qui sont adaptées à la culture des employés. Et ça, c'est vraiment une suggestion très terre à terre également. Mais je me demande si je ne pouvais pas vous passer, César, la prochaine question. Vous en avez parlé. Les problématiques sur la stigmatisation dans les différents environnements. Avez-vous quelques idées sur la façon d'atténuer ces risques? Comment est-ce qu'on peut aborder ces problématiques? C'est relié justement au commentaire que j'allais faire relativement à la question précédente. Parce que les partenaires communautaires de ce cas-ci ont donc pu contribuer pour hausser la dignité de tout le monde, des employés. Justement, il faut tenir compte du contexte culturel des employés. Et il faut voir comment on peut offrir des soutiens qui soient adaptés à leur culture, tels que les aliments, également les messages qui soient envoyés sur la sécurité au travail, mais également des messages qu'on fait transmettre sur la sécurité au ménage. C'est très important. Ça, c'est
C'est une partie très importante. Également, il y a une partie qui concerne la stigmatisation. Il faut un petit peu une voix officieuse par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, donc, jeter les blâmes. On l'a entendu de façon assez claire de la part de plusieurs employeurs auxquels nous avons passé de façon non délibérée les premiers énoncés, les premières communications n'étaient pas délibérées, mais cela venait des responsables publics et justement portait sur le sentiment que les gens se sentaient blâmés pour la diffusion de la maladie. Et lorsque l'usine a fermé, il y avait beaucoup de stigmatisation qui vraiment planait sur les travailleurs dans leur ménage et dans leur communauté. C'est surtout lorsque on ne permettait même pas aux employés d'aller dans les épiceries où on signalait leur présence parmi les voisins. Donc, en partie, c'est un travail de communication. Parce que nous croyons qu'il faut changer le récit pour que les travailleurs eux-mêmes fassent partie de la solution et qu'on ne leur jette pas le blâme pour cette pandémie et pour que les travailleurs disent également qu'il faut regarder de plus près l'imputabilité du lieu de travail de l'employeur. Mais il faut également permettre aux employés de se sentir habilités pour communiquer leurs préoccupations au grand public. Ça a été notre rôle également. Je crois qu'il est très important de voir que la communauté puisse être la plateforme, puisse fournir les conseils, même des ressources, et offrir l'appui tel que les aliments et les services sociaux et de santé, mais également donc être une voie de communication pour les travailleurs, de les soutenir pour qu'ils se sentent à l'aise de s'exprimer. Merci beaucoup, César. Et surtout, pour ce merci, donc un grand merci pour les personnes qui saisissent leurs questions et commentaires dans la boîte de dialogue. Et je sais que, Amalie, vous vouliez intervenir peut-être? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit César. Je crois que ça va beaucoup plus loin que d'avoir tout simplement cette stigmatisation. C'est la discrimination ouverte. Plusieurs des patients ont été évincés parce qu'ils travaillaient chez Cargill. Ce n'était pas parce qu'ils avaient testé positif, mais parce qu'ils avaient travaillé à l'usine Cargill. Donc, quel est le message que cela envoie à ces travailleurs alors qu'en fait, ils sont victimes de leur lieu de travail? Ceci touche beaucoup de questions beaucoup plus larges, n'est-ce pas? Brent, je crois que c'est le prochain groupe de questions qui s'adresse à vous. Il y avait plusieurs questions portant sur la réponse à la santé publique et quel est également le rôle de la transmission asymptomatique. Pourriez-vous peut-être parler un petit peu de la santé publique au niveau des soins de santé primaire et dans la communauté? Encore une fois, le travail se fait toujours pour l'analyser les côtés épidémiologiques. Moi, j'ai plutôt l'impression que nos expériences, que les personnes asymptomatiques n'ont pas vraiment joué un rôle plus important dans cette éclosion. Mais lorsque nous avons effectué le dépistage pour les personnes asymptomatiques, nous avons découvert néanmoins un point. Nous avons découvert que plusieurs de ces personnes qui, au départ, n'avaient pas de symptômes, de ceux qui avaient été dépistés, ont finalement développé des symptômes. Donc, et pourtant n'avait pas de symptômes à la phase pré-symptomatique. Je sais qu'Amanda est peut-être également là. Peut-être elle aimera ajouter quelque chose. Et Jennifer, je m'excuse, la question suivante. Je sais que je vous ai lancé deux questions. Alors, comment est-ce que la santé publique travaille avec d'autres partenaires pour élaborer votre réponse à la pandémie? Comment est-ce que vous avez tissé ces liens? Avec les services de santé en Alberta, on est intégré avec d'autres systèmes de santé. Déjà, nous avions une relation existante avec les différents groupes composants du système de santé.
C'est notre structure en Alberta. Il faut savoir qu'il y a la zone de Calgary, ça comprend la ville de Calgary, ainsi que d'autres communautés qui comprennent High River et Okotoks. Donc déjà, il y avait des relations, des liens avec ces régions. Il y a des hôpitaux, des cliniques présents dans ces régions. Donc, nous utilisons cette structure existante pour organiser notre structure de réponse d'urgence, pour diriger la réponse. Alors, ce que nous avons découvert, c'est qu'on avait besoin d'une structure de groupe de travail dans le but de réunir un plan axé sur des actions. On avait estimé qu'il y avait environ 200 personnes, un peu plus de 200 personnes, donc inclus y compris les étudiants en médecine, qui se concentraient plus précisément sur la réponse aux besoins des employés de Cargill et les ménages impliqués. Très bien, merci beaucoup, Brent. On a plusieurs questions et je crois que plusieurs d'entre vous voudront peut-être répondre. Peut-être Deirdre commencera avec vous d'abord. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous réserve l'avenir? La pandémie n'est pas terminée. Comment maintenant s'inspirer de ce que vous avez fait ici pour préparer des pandémies à venir? À quoi cela pourrait ressembler? Vous savez, pour nous, il est clair que la sensibilisation d'éducation, c'est la prévention du point de vue de la santé. Mais je crois qu'il faut également identifier les besoins des nouveaux arrivants, surtout les travailleurs étrangers et temporaires, et également comprendre leurs craintes lorsqu'il s'agit de s'exprimer parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. C'est là où le secteur doit vraiment se réunir pour offrir ses soutiens. Et nous devons nous assurer que nous le faisons bien et pour que nous faisions bien également au niveau du suivi relativement à ces personnes. Donc, nous faisons le suivi auprès de ces personnes, nous les contactons de façon différente et nous essayons de vraiment comprendre quelle est la meilleure façon de recueillir des informations et de les transmettre aux nouveaux arrivants. Et pour entendre leurs préoccupations, et certainement des organisations d'immigrants sont d'excellentes options pour ce faire, parce elles connaissent très bien les travailleurs et leurs clients. Mais je crois qu'en Amérique du Nord, nous avons une certaine façon de communiquer, nous aimons bien la technologie, nous aimons bien aller sur Internet pour chercher de l'information, mais il faut peut-être savoir quelles sont les sources auxquelles on fait confiance dans ces différentes collectivités, quelle est la meilleure façon de rejoindre les nouveaux arrivants pour que nous puissions offrir une réponse adéquate. Merci beaucoup. Annalie, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose du point de vue des soins de première ligne? Je réfléchissais à quelque chose. Je me dis que nous, comme médecins des soins de première ligne, devrions rejoindre nos patients. Nous devrions leur permettre d'élaborer un plan d'action. Si jamais ils tombent malades, que faut-il mettre en place? Plutôt que de se retrouver en état de panique à la dernière minute lorsqu'ils sont malades, ils ne se sentent pas bien et les familles se sentent menacées. Que faudra-t-il faire au niveau de la planification? Quel appui financier est nécessaire? Quels sont les aliments dont on a besoin? Quel est le soutien social dont on a besoin? Il faut vraiment avoir en place un plan d'action. Et je crois que les médecins de famille sont en excellente posture pour en parler avec leurs patients. Ce serait vraiment ma proposition du point de vue des soins de première ligne. Merci Annalie. Et maintenant, César, que faut-il faire à l'avenir? Je suis d'accord avec les plans d'action, avec ce que Annalie vient de mentionner. Parce qu'évidemment, chez nous, Action Dignity, nous travaillons justement sur un plan d'action communautaire et collectif. Bon nombre des travailleurs sont également impliqués ou reliés à leur propre communauté ethnique. Et au cours de la pandémie, d'ailleurs, nous avons constaté vraiment une hausse de soutien de la part de ces collectivités. Actuellement, nous faisons beaucoup de consultations. Nous essayons de savoir ce qui doit se produire selon eux au niveau de la prévention, de l'éducation, et nous voulons vraiment mettre en place un système de réponse qui répond mieux aux besoins de la communauté. Et d'ailleurs, je crois que Brent en a déjà parlé, mais je voulais vraiment le souligner, c'est qu'on parle toujours de la collaboration. Mais il faut vraiment comprendre en quoi ça consiste, l'analyser davantage.
comment est-ce que nous pouvons réunir les systèmes publics tels que les agences de santé avec leur propre structure, infrastructure, etc., avec leur façon de faire auprès des groupes communautaires qui travaillent à un rythme différent, qui travaillent dans le cadre de mécanismes de structure différents. Il faut savoir ce que nous avons très bien fait dans le cadre de cette initiative, mais également il faut en apprendre sur ce qui existe déjà. Et il faut être réaliste, certaines lacunes existent. Peut-être on peut raccourcir la distance entre la compréhension d'une situation d'un individu et collectif pour faire une réponse rapide. Je crois qu'on peut approfondir ça. À ce moment-là, si on le fait, on peut mieux faire au niveau de la réponse. Nous l'avons déjà fait dans ce cas-ci, mais je crois qu'on devrait toujours garder ça donc devant nous. Comment faire en sorte que le système puisse être plus en meilleure mesure de répondre à une pandémie. Ensuite, comment est-ce qu'on peut le faire de façon respectueuse, collaborative, efficace. Mais merci beaucoup, Brent. À vous maintenant, peut-être des choses que vous aimeriez proposer pour ce qui est de l'avenir. Il va falloir garder un œil sur la situation des usines de transformation de la viande. On avait posé une question sur la chaleur à laquelle on peut s'attendre à l'été. Au cours de notre récente visite, ça a été soulevé comme étant une préoccupation de la part des travailleurs à l'usine, c'est-à-dire c'est des endroits où il fait très chaud l'été et on utilise également les équipements de protection individuelle et grâce à ça, il va faire encore plus chaud, ça va être plus difficile pour les travailleurs. Donc nous devrons travailler de concert avec les syndicats et l'employeur pour rester à l'affût de cette situation. Et Brent, justement, quelques questions ont été posées sur le rôle que devraient jouer les employeurs et les syndicats. Tout d'abord, il faut vraiment rester à l'affût relativement aux conditions de travail. Mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait pu apprendre de cette situation? Que peuvent faire les employeurs? Que peuvent faire les syndicats? Quelles sont les options qui sont ouvertes à nous pour qu'on puisse tirer des leçons de cette situation-là? Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des mesures différentes qui avaient été mises en place de la part de différents transformateurs de viande. Dans certaines usines de transformation de la viande en Alberta, on a identifié donc des personnes vulnérables au sein de leur main-d'œuvre très tôt. Et ils avaient exclu ces personnes du travail avec solde. Mais encore une fois, l'idée d'identifier les personnes qui risquent d'être vulnérables dans votre population et d'essayer de s'assurer que ces personnes soient bien protégées. César avait mentionné les impacts qu'auront certains des incitatifs. Encore une fois, il faut être très prudent pour ce qui est des pratiques de gestion et quant à ce que l'on met en place. On veut certainement éviter tout impact non délibéré. Il faut mieux comprendre les besoins des gens. On n'a pas vraiment parlé justement du covoiturage. Mais quant à moi, lorsque je pense au covoiturage, c'est quelque chose qu'on décide de faire, c'est un choix qu'on prend, mais pour les personnes qui travaillent à l'usine, ce n'était pas un choix, c'était une nécessité, c'était la façon pour les personnes de se rendre au travail. Ils voulaient pouvoir répondre à leurs exigences, ils voulaient pouvoir faire vivre leur famille également, ils voulaient être responsables au travail. Donc encore une fois, il faut travailler de concert avec l'employeur pour mettre en place des options de rechange au covoiturage. Et encore une fois, j'avais indiqué que cela puisse arriver à n'importe quelle personne. Là où nous en sommes au Canada, c'est vraiment une opportunité pour nous de constater ce qui se produit dans les milieux de travail qui sont en train de réouvrir. Et nous devons nous assurer que nous identifions ces cas où il y a possibilité de vraiment contagion et nous devons nous assurer que les bonnes ressources et les mesures soient en place pour prévenir toute
donc diffusion de la maladie. Et on avait indiqué au cours de la pratique que nous allions terminer cette session avec une dernière ronde rapide. Donc, quelques messages que vous aimeriez nous transmettre, vraiment quelques leçons clés que les gens pourront ramener chez eux. Donc, avec vous, César, cette pandémie et surtout mon propre vécu à Cargill m'a vraiment permis de comprendre ce que j'appelle les conditions préexistantes qui font en sorte que certaines personnes soient plus vulnérables. Les conditions au milieu de travail, également des programmes tels que le programme des travailleurs étrangers temporaires, l'immigration. Alors que nous passons vers un nouveau modèle, on ne sait pas à quoi il ressemblera. C'est le moment pour nous de prendre une décision. C'est-à-dire comment allons-nous répondre à ce que nous aurons identifié. Il y a certaines vulnérabilités préexistantes, certaines inéquités qui existent déjà. Est-ce que nous allons continuer comme toujours ou est-ce que c'est vraiment un signal d'alarme qu'on devrait écouter? J'espère que c'est bien ce signal d'alarme. Merci beaucoup. À vous, Deirdre. Une leçon importante, c'est vraiment de lancer la coordination, la collaboration. Ce sont des choses bien nécessaires et d'adopter une approche collective. Je ne pense pas que ceci va disparaître du jour au lendemain. Et à mon sens, c'est un exemple qui illustre qu'il est possible de travailler ensemble comme secteur et de soutenir les employeurs et surtout pour soutenir les nouveaux arrivés et vraiment d'identifier leur vulnérabilité, le contexte vulnérable dans lequel se trouvent des personnes et de vraiment écouter leurs préoccupations, leurs craintes et de faire notre possible pour y répondre. Merci beaucoup. Annalie? En médecine familiale, un de mon mentor disait toujours, demandait toujours pourquoi est-ce que ce patient, cette maladie à ce moment-là, est-ce qu'il en voulait dire, c'est toujours une question de contexte. Et certainement, le contexte est d'une importance incroyable dans le cadre d'une pandémie. Il faut toujours tenir compte de ces facteurs de contexte et il faut les identifier dans le but d'atténuer la pandémie. Il ne suffit pas de dire, écoutez, n'allez pas en covoiturage. Il faut comprendre pourquoi la personne est en covoiturage et il faut trouver d'autres modalités pour permettre à la personne de se rendre au travail de façon sécuritaire. Je crois que ce serait vraiment la leçon apprise. C'est le contexte. Merci, Annalie. Brent, à vous. Quelques derniers mots. Vous avez mis votre bouton de sourdine. J'aimerais signaler l'importance d'utiliser les ressources de la communauté. Des ressources existent. Il faut lier d'amitié avec de nouvelles personnes ou renforcer les amitiés existantes va être très, très important pour nous à l'avenir. Merci beaucoup. Là-dessus, j'aimerais dire un grand merci à vous tous d'avoir participé à l'appel d'aujourd'hui et de nous parler de façon tellement généreuse de votre propre vécu pour que nous puissions en tirer des leçons. J'espère, César, pour revenir sur ce que vous avez dit, j'espère que ça va vraiment être un son de cloche pour nous tous pour l'avenir. Mes grands-parents sont venus de High River, ils étaient immigrants. Et mes arrière-grands-parents sont venus. Je sais qu'ils auraient bien apprécié la force de cette communauté qui s'est ralliée pour organiser cette réponse. Et je sais que vous vous êtes engagés pour faire face à ce qui nous attend. Merci beaucoup à tous nos participants à l'appel. Merci de vous être joints à nous. Comme nous l'avons indiqué, nous avons enregistré le webinaire d'aujourd'hui et le webinaire sera disponible pour vous. S'il vous plaît, donc applaudissons de façon virtuelle tous nos participants aujourd'hui et je vous remercie beaucoup.